bienvenue aux journalistes ici présents pour cette conférence de presse. Welcome to all our international friends who might be following on Zoom. I know I don't have the right to speak English, but welcome, and you have a direct translation in the Zoom. I think someone is explaining. Donc, nous sommes vraiment très heureux d'être ici parce que Biarritz, vous le savez, ça faisait 2 années qu'on n'a pas pu le tenir, ce rendez-vous en physique. Donc, nous sommes ici. Nous sommes ici malheureusement sans notre vice-président qui vraiment est avec nous par ses pensées, par son corps, par même WhatsApp, etc. Il suit beaucoup, mais il est covidé chez lui. Donc nous lui souhaitons un bon rétablissement rapide, peut-être même qu'il pourra se joindre vers la fin de ce marché à nous, parce que c'est aussi vraiment une manifestation, vous le savez, très importante évidemment pour Unifrance. Unifrance, la plupart, vous le savez maintenant aussi, Unifrance est donc unie avec TV France Internationale qui a organisé ce marché pendant bien des années, qui a annoncé aussi des chiffres pendant bien des années. Donc c'est pas une première en fait l'annonce des chiffres sous Unifrance, car nous l'avions déjà fait l'année dernière, mais c'est en présentiel comme ça, c'est une première. Et un mot sur cette quand même fusion qui maintenant, on a l'impression, elle existe depuis très longtemps. Enfin, en tout cas, moi, et j'en suis ravie, j'ai l'impression qu'on l'a bien intégrée. C'est aussi, en fait, pour communiquer ensemble, réfléchir ensemble et se préparer, enfin, et surtout répondre aux besoins du marché d'aujourd'hui. Nous le savons, l'audiovisuel, le cinéma, plus nous communiquons ensemble, plus nous savons aussi nos forces les uns et les autres et on s'unit pour en parler. Plus je pense que ça reflète notre force française, notre diversité, notre richesse. Et je vais laisser maintenant parler les intervenants d'aujourd'hui là-dessus parce que justement, vous allez voir, la France, elle sait faire, elle sait vendre, elle a de la fiction, de l'animation, du documentaire et c'est justement sur ces chiffres qu'on va parler. Donc, on va parler, je voudrais remercier le CNC dont je salue la présence en salle aujourd'hui avec nous. Et je me permets d'appeler directement Cécile Lacou, qui est directrice des études, des statistiques et de la prospective au CNC, qui a donc vraiment beaucoup œuvré à cette étude. Merci et bienvenue. Emmanuelle Joannol, qui est directrice... Non, aujourd'hui, ça, j'y suis pas. Alors, présidente du CETPA, qui est le syndicat des distributeurs audiovisuels, et elle est aussi, là pour le coup, présidente de la commission des distributeurs audiovisuels. Et Sarah Aymar, directrice de l'audiovisuel chez Unifrance. Donc, c'est à vous, donc 3 femmes, je le dis, parce que c'est aussi ça, Unifrance d'aujourd'hui. Donc, c'est vous qui allez nous emmener à travers les chiffres 2021. Merci par avance. Merci Daniela. Donc, nous sommes en effet ravilleux de vous retrouver ici à Biarritz. Je pense que je ne vais pas arrêter de le dire toute la semaine. Mais donc aussi en ligne, donc n'hésitez pas à poser vos questions, quelqu'un peut vous assister et je suis désolée pour vous, j'espère qu'on vous accueillera à une édition prochaine. Cette conférence de presse se déroulera en 3 parties. D'abord une présentation des chiffres par Cécile et moi-même, ensuite une réaction d'Emmanuelle Joannol en sa qualité de présidente du CETPA et enfin des Q&A avec les journalistes et les gens en ligne, dans la salle ou en ligne. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Cécile Lacou, directrice des études du CNC, pour la présentation des chiffres 2021. Merci Sarah, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, nous sommes ravis avec Sarah de vous présenter les derniers chiffres de l'export des programmes audiovisuels français pour l'année 2021. Donc peut-être petit flashback avant de rentrer dans les chiffres sur l'année 2021, parce que c'était déjà il y a quelques mois. Donc c'était une année qui était encore fortement marquée par la crise sanitaire, avec un certain nombre de contraintes, notamment le fait que les marchés physiques n'ont repris qu'en fin d'année. Le MIPCOM s'est tenu en format hybride, physique-digital. Donc du coup, ça a évidemment rendu le métier d'exportateur plus compliqué. Les exportateurs ont dû s'adapter avec du marketing digital, en travaillant aussi davantage sur les préventes, sur les préfinancements des programmes.
On a aussi eu en 2021 une reprise forte de la production. Nous, on l'a vu au CNC sur la production audiovisuelle aidée en 2021, qui a été une excellente année. Mais du coup, il y a eu un afflux de projets en post-production, et notamment côté prestataires techniques, par exemple sur les studios de colorisation, les studios de doublage, on y reviendra, ce qui a généré des retards de livraison et aussi des difficultés d'approvisionnement en programme neuf et a fortement impacté les exportateurs. Et puis toujours des incertitudes économiques notamment, de la part des acheteurs qui du coup ont été peut-être un peu plus frileux en termes d'acquisition ou en tout cas avec des processus de décision plus lents, donc ce qu'on verra également. A contrario, on a eu plusieurs tendances très positives qui ont porté le marché et favorisé la circulation des contenus. C'est notamment le fait que la demande est toujours forte de la part du public pour les contenus et également de la part évidemment des acheteurs, que ce soit les diffuseurs linéaires ou les plateformes, qui ont besoin toujours plus de programmes pour alimenter leurs services, et l'arrivée également de nouvelles plateformes, notamment l'AVOD, donc Advertising VOD, donc toutes les plateformes de VOD financées par la publicité, les FAST, etc. On en reparlera. Un point sur la méthodologie avant de découvrir ensemble les chiffres. Donc on a deux sources pour cette étude. La première, c'est une enquête que nous menons depuis plusieurs années avec TVFI au départ, Unifrance désormais, sur les ventes. Donc, auprès des exportateurs de programmes audiovisuels français qui nous ont déclaré donc, leur chiffre de vente pour 2021. Donc, c'est 135 exportateurs qui ont gentiment répondu à notre questionnaire. Donc, on couvre la quasi-totalité du marché. Et puis, sur tout ce qui est pré-vente, coproduction, on va être sur des données CNC sur le financement des programmes audiovisuels aidés. Donc, je propose de suite de découvrir un petit peu le panorama global d'où on en est sur l'export des programmes audiovisuels français. Et je laisserai la parole ensuite à Sarah pour vous détailler, genre par genre, territoire par territoire, les résultats. Donc, si on regarde le flux export, qui comprend tout ce que je citais, les ventes, mais aussi les préfinancements, les préventes, les apports en coproduction internationale, vous voyez, on avait battu un record déjà en 2020 et on bat un nouveau record en 2021 malgré tout ce que je citais auparavant, malgré les contraintes dues à la crise et les difficultés pour les exportateurs de faire leur métier. On a atteint 376 millions d'euros en 2021. Vous voyez que c'est largement porté aussi par la très bonne santé des préfinancements. On a eu des préventes qui ont battu un record et qui ont dépassé pour la première fois le seuil des 100 millions d'euros, à 101,5 millions d'euros, ici vous le voyez. Donc c'est une croissance de plus 30,5% par rapport à 2020. Et également des imports internationaux en coproduction qui sont au plus haut depuis 2003, et en croissance de 10%. Donc, tout cela montre aussi la confiance des investisseurs étrangers dans la création française, puisqu'ils s'engagent beaucoup plus en amont dans la création française. C'est surtout l'animation qui généralement est bénéficiaire de tout ce qui est préfinancement étranger. Près de la moitié des préfinancements étrangers vont à l'animation française, filière d'excellence, on le sait, en France, et c'est le genre qui s'exporte traditionnellement le mieux. Mais également en 2021, ce qui est intéressant de noter, c'est que la fiction a également attiré beaucoup d'apports étrangers en préfinancement, puisqu'on est également au plus haut. On a 72 millions d'euros pour la fiction française en 2021 en préfinancement étranger. Si on regarde les ventes maintenant stricto sensu, on voit qu'on a un niveau de vente en léger repli par rapport à 2020. On est à moins 5,5% par rapport à 2020, à 186 millions d'euros. Maintenant, si vous regardez la courbe sur la durée, vous voyez qu'on reste quand même à des niveaux très élevés. Depuis 2016, globalement, on est toujours entre 180 et 200 millions d'euros, donc sur des très bons scores, surtout lorsqu'on met en perspective par rapport au début des années 2000 ou 2010. Et on verra avec Sarah que la réalité est plus contrastée genre par genre. Un autre point à avoir en tête également sur la vente, le secteur de la vente internationale, c'est qu'il est très concentré. On a un certain nombre d'exportateurs, la plupart des exportateurs, qui sont spécialisés sur un genre ou qui vont avoir une forte dominante sur la fiction, sur l'animation, sur le documentaire. Et du coup, si on regarde les résultats genre par genre, on voit la forte concentration des ventes. Si on regarde la fiction, vous voyez ici sur le graphique, les 5 premiers exportateurs de fiction réalisent 61% des ventes en 2021. Les top 10 réalisent 85% des ventes. On est à peu près sur les mêmes ratios en animation et en documentaire. Au global, sur l'ensemble de la vente des programmes audiovisuels français, donc tout genre confondu, plus ça inclut également le format, l'information, etc., on a une concentration qui est moins forte, puisque c'est près de la moitié des ventes qui sont réalisées par le top 10 des exportateurs, mais on voit là aussi une tendance
à une plus forte concentration, puisque c'était à peine 40% il y a 10 ans. Donc pourquoi il faut l'avoir en tête? C'est parce qu'on verra, lorsqu'on regarde notamment les résultats genre par genre, si quelques gros exportateurs font une moins bonne année, par exemple, cela impacte l'ensemble du genre. Mais ça ne reflète pas forcément la réalité de tous les exportateurs de ce genre-là. Et avant de laisser la parole à Sarah, petit aparté. Donc là, on sort de l'export véritablement des chiffres de l'export des programmes audiovisuels français, mais il est intéressant toujours de regarder les flux financiers venant de l'étranger. Donc à la fois tout ce qui va concerner évidemment la création française, donc les ventes et préfinancements dont je viens de vous parler, mais également les dépenses réalisées en France pour des projets audiovisuels internationaux. C'est ce que vous voyez en orange ici. On a eu plus de 300 millions d'euros de dépenses réalisées en France pour des projets audiovisuels internationaux qui ont bénéficié du crédit d'impôt international. Donc, cette explosion qu'on voit en 2021, elle est juste un petit peu à relativiser parce qu'on a eu un effet rattrapage par rapport à 2020, vu qu'on est sur les dépenses réalisées. Un certain nombre de dépenses n'ont pas pu être réalisées en 2020, ont été réalisées en 2021, mais pour des projets initiés les années précédentes. Néanmoins, ce que ça montre, vous voyez quand même clairement ici, c'est une forte croissance des dépenses réalisées en France. Ça prouve à la fois l'attractivité du crédit d'impôt international, mais ce que ça montre aussi, c'est la confiance des producteurs étrangers également dans les capacités de production françaises, dans l'excellence aussi de nos prestataires techniques, de nos talents en France. Et sur ce, je laisse la parole à Sarah, qui va vous détailler et revenir sur les ventes par genre. Merci. Donc, pour revenir sur les ventes plus particulièrement. Alors, comme nous l'ont dit d'ailleurs beaucoup d'exportateurs, il faut vraiment lire cette année 2021 de manière combinée avec 2020, puisque l'impact finalement très contrôlé du Covid et des mois où les marchés ont été annulés, où on n'a pas pu voyager, etc., se joue aussi avec un effet retard. Donc on est plutôt sur l'aval de la chaîne, et donc c'est effectivement plus en 2021 qu'on ressent les effets. Donc, la tendance la plus marquante cette année, vous le remarquerez avec moi, c'est la hausse très forte de la fiction, avec plus 21,8%, son plus haut niveau depuis 2017. L'animation est en recul de 18,5%, mais garde sa position de leader des genres, après avoir atteint des niveaux particulièrement élevés ces 5 dernières années. On y reviendra. Le documentaire accuse aussi une baisse de 20% et conserve ainsi sa 3e place. On y reviendra aussi. On sait que c'est le genre qui a été le plus impacté par les effets de retard, de livraison et même de tournage. La catégorie qui regroupe tout ce qui est information divers et notamment les ventes d'extraits a progressé très fortement de 40,9%. Donc on sait que notamment le documentaire a beaucoup été sur des archives, etc. Donc, et ça commence à se ressentir sur les ventes de 2021. Et enfin, on a un rattrapage des ventes de programmes de musique et captation de spectacles qui, de fait, n'avaient plus grand-chose à vendre pendant les mois de confinement. Et donc, il double cette année par rapport à l'année dernière en atteignant 2,6 millions. Ceci dit, il reste encore en dessous de la moyenne de la dernière décennie, mais on est en train de récupérer le retard mécanique accusé par le Covid. Donc, les 2/3 des ventes sont réalisées par la fiction et l'animation. À noter que si les ventes de documentaires sont un peu en baisse, comme je vous l'ai dit, leur part de marché reste dans la moyenne de la décennie. Donc on est effectivement sur un effet conjoncturel. Donc on est à 19,8% et la moyenne sur 10 ans, c'est 20,9%. Donc on est très très proche. Pour les ventes de format de flux qui baissent aussi cette année de 9,2%, à 19,3 millions d'euros, on est aussi sur une part de marché assez stable de 10%, 10,4 versus 10,8 en 2020. Donc on reste très stable. Alors, la fiction française est cette année vraiment le genre qui se démarque. Elle est en très forte hausse, sur un marché qui est lui aussi très dynamique, mais très concurrentiel. La progression de la fiction française, évidemment, peut se lire comme un gage de créativité, d'agilité. Elle a su se transformer, elle a su s'adapter, se diversifier
Donc les sujets, les traitements, les formats, avec une production value, une qualité plus importante. Elle est aussi plus volumineuse, on a plus d'heures et elle est produite aussi plus rapidement. Le rythme des saisons est de plus en plus rapproché et ça, c'est aussi quelque chose d'important dans les ventes internationales. Tout ça y contribue. Donc aujourd'hui, entre HPI, Derby Girl, l'Opéra, Paris Police 1900, Stoke ou Astrid et Raphaël, on en a vraiment pour tous les goûts et pour tout le monde, littéralement. Avec une hausse de 22%, elle se rapproche de son niveau le plus haut qui était en 2017, à 63,7 en 2017. Aujourd'hui, on est à 57,3 millions. La pandémie a aussi pu favoriser un appel d'air et un effet qui a porté sur les ventes de catalogues. Il y a eu effectivement un peu de retard en production, mais on a été le pays qui a pu reprendre les tournages. Je crois qu'on a été le premier d'ailleurs, si je me souviens bien. Et donc, ça a permis au programme français de voyager aussi, puisque ce n'était pas le cas de tous les pays. Et ça a ouvert un petit peu des territoires qui étaient un peu moins ouverts au programme francophone. On sait aussi que les studios américains aujourd'hui réservent de plus en plus leur contenu aux plateformes qui sont aussi les leurs. Et voilà, ça crée aussi un appel d'air pour d'autres diffuseurs, pour les productions françaises, mais pas que, européennes bien sûr. Le premier pays acheteur, les premiers pays acheteurs sont en Europe de l'Ouest. L'Italie en tête, avec 6,2 millions d'euros, donc plus 30%, avec, à noter par exemple Gloria, qui est pourtant une adaptation d'une série galloise, mais c'est la version française qui a bien fonctionné. Le carton de HPI aussi sur la rail, ou encore Mission. L'Angleterre et l'Irlande, qui ne sont pas des pays simples pour la fiction française, fait plus 208%, avec 5,9 millions cette année. À noter Le Tour du monde en 80 jours, acheté par la BBC, Engrenage, qui continue à faire aussi son chemin. Quelqu'un de ma famille m'en a parlé pas plus tard qu'il y a 15 jours, en Angleterre. Ou Léna, Rêve d'étoiles, sur Nick, qui est aussi un vrai succès de la production de fiction française. Les succès d'audience qu'on connaît en France, bien sûr, sont aussi des gages de succès à l'étranger. Et donc, HPI, vous le savez, a aussi fait des très bons scores en Italie, je viens de le dire, mais en Espagne, et donc tout ça ouvre des portes. On a parlé des apports étrangers aussi, ils sont aussi en hausse pour la fiction de 23%, donc ce dynamisme a l'air de s'installer et on espère évidemment pour longtemps. Alors, on a parlé d'un recul de l'animation, des ventes de l'animation en 2021, donc je rappelle quand même que ça n'empêche pas l'animation de rester notre genre leader. On est aussi le 3e pays de production mondiale derrière les États-Unis et le Japon. On a su, la qualité de la production française reste mondialement reconnue et des propriétés intellectuelles fortes et variées continuent de se diffuser sur un grand nombre de territoires. Depuis 5 ans, l'animation a été à des niveaux très très élevés, vous les voyez sur la courbe. Donc cette année, elle baisse de 18,5% à 60,8 millions. Comme l'a expliqué Cécile, on a aussi des consolidations. Donc c'est un effet. En fait, on ne vous donne pas les détails des chiffres des exportateurs, mais c'est très contrasté. Mais c'est effectivement des grosses sociétés peuvent influer plus sur le chiffre global que d'autres. Mais certains exportateurs d'animation ont fait une très bonne année cette année. Donc, outre des licences à succès comme Miraculous Ladybug, Gigantosaurus, qui continuent à rayonner sur un grand nombre de territoires, et notamment les États-Unis et la Chine, plusieurs séries préscolaires confirment également leur succès international. Les séries Simon, qui comptent désormais 4 saisons, ou Molang sont déjà disponibles dans la quasi-intégralité des territoires. La série Teuchiki est désormais disponible sur plus de 15 services en ligne dans le monde. Donc Prime Video, Facebook Video, des plateformes locales comme Sky Kids ou même TikTok. L'Europe de l'Ouest demeure le premier marché pour l'animation française avec 26,5% des ventes, devant l'Amérique du Nord et l'Asie ou l'Océanie. Donc ça reste aussi notre genre locomotive, ouvreur de portes, ouvreur de territoires et de marchés qui sont difficiles pour nous tous.
Les ventes de droits monde représentent 35,4% du total des exportations animation. À souligner aussi le dynamisme des préfinancements en très forte hausse, 160 millions sur les 2 dernières années, plus 32% en 2021. Donc, ce qui explique aussi la confiance des distributeurs pour les années à venir, donc, et nous conforte dans l'idée que cette baisse 2021 est tout à fait conjoncturelle. Le documentaire, on l'a déjà évoqué, donc, est le genre qui a été le plus impacté par le Covid. Avec des retards de tournage, puisqu'évidemment on ne peut plus aller emmener une équipe à droite à gauche dans le monde, on ne peut plus suivre les projets. Et une fois que ça a été résolu, il y a eu un véritable embouteillage, particulièrement sur ce genre en post-production, donc avec des reports de livraison de programmes qui aujourd'hui commencent à peine à se résoudre. Donc après avoir atteint un niveau record à 46 millions en 2020, les ventes de documentaires à l'international reculent de 20% cette année. Autre conséquence de la crise, il y a eu aussi un ralentissement de la prise de décision de la part des diffuseurs en matière de préachat. La diversité et la qualité des productions françaises restent néanmoins très reconnues à l'international. On s'illustre dans plusieurs genres documentaires. D'abord l'histoire, avec plusieurs exemples de programmes comme La prise de la Bastille heure par heure, qui a été vendue dans 10 territoires. La science et la technologie, avec Global Science, pareil, dans 10 territoires. Ou enfin les portraits de personnalités du XXe siècle. Kubrick by Kubrick, vendu dans 30 territoires et qui a gagné un Emmy Awards, International Emmy Awards l'année dernière. Ou Jim Carrey, l'Amérique démasquée, dans 7 territoires. Nos premiers pays acheteurs de documentaires sont toujours l'Europe de l'Ouest, l'Allemagne, l'Autriche, ensuite la Belgique, puis l'Italie. Bien sûr, les programmes récents sont les plus demandés, mais l'essor des plateformes, qui est aussi plus flexible, plus ouverte, a permis à des programmes plus anciens de 2 ans, de trouver de nouveaux débouchés. Donc maintenant que je vous ai beaucoup parlé de programmes, je vous propose d'en voir quelques-uns. Y así se convierte en la primera mujer afrodescendiente en el espacio. Ja, nach 5 Jahren Vorbereitung und Training.小马拉巴，谢谢你来帮我。不客气，木星拜拜。On the 14th of July, 1789, the people of Paris took up arms to destroy this symbol of royal absolutism and inequality. Today, the building has gone. On that day, you really thought I would disappear. Di cui alto potenziale cognitivo, APC come si dice. J'adore Paris. Chi era esattamente? Non hai il diritto di sapere. Name? Luca. 違う角度から考察するだけで。
quelques mots sur la géographie de ces ventes. Donc, on reste ISO 2020. Oui, on n'a pas bougé sur les grandes zones. Donc, bien sûr, l'Europe de l'Ouest reste notre plus grand marché. Attendez, pardon, je suis un peu perdue dans mes notes. Et donc, ensuite viennent les États-Unis et l'Asie. Mais en fait, à noter que les droits mondes, finalement, sont aujourd'hui presque notre plus grand territoire. Je me suis embrouillée dans mes fiches. Donc, aujourd'hui, on verra que ces droits mondes, et Cécile nous le détaillera, sont stables, mais il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur et c'est quelque chose qu'on voit et que vous vivez tous les jours. Et donc, ce sera intéressant de le décoder ensemble. On en reparlera avec Emmanuel. Ensuite, si on regarde le territoire par territoire, les genres, on voit la domination de l'animation en Asie et Océanie et en Amérique du Nord. Le recul en Europe de l'Ouest où ce genre est maintenant second derrière la fiction qui est passé à 40,6%. En part de marché, le documentaire est le deuxième genre en Asie et Océanie et le troisième en Amérique du Nord. Donc, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a une grande diversification depuis 10 ans de ces territoires de vente. Donc, si on reste plus ou moins stable entre les zones, en fait, à l'intérieur de ces zones, on se rend compte que les choses deviennent de plus en plus complexes et sophistiquées. Et on constate aussi, du coup, une baisse de notre dépendance vis-à-vis de l'Europe de l'Ouest. Alors, pour parler aussi des territoires dont on parle en général un petit peu moins, mais où on voit des choses intéressantes se passer, on voit qu'en Moyen-Orient, par exemple, on a une forte hausse, puisque c'est la deuxième année consécutive qu'on est en hausse, avec plus 13,7%, et on est aujourd'hui à 4,3 millions d'euros, alors que la moyenne sur ces 10 dernières années est de 4,7 millions. Donc on continue nos efforts dans cette zone. Dans la région, par exemple, les ventes de format sont significatives et représentent 36,8%, donc aussi en hausse. La part de marché des documentaires qui circulent chez les diffuseurs de cette zone s'établit à 25,6% devant l'animation et à 20,8% du total. Donc dans la région, par exemple, la plateforme Shahid du groupe MBC devient un acteur important pour la circulation de nos œuvres. Après avoir connu une hausse de 36% en 2020, les exportations en Amérique latine, par contre, reculent de 13,5% à 4,2 millions d'euros. Donc, le Brésil reste le premier marché d'Amérique latine avec des ventes en hausse de 7,9% à 1,4 million, soit près d'un tiers des ventes de cette région pour les programmes français. Donc, par contre, dans cette zone, les ventes multiterritoriales augmentent fortement de 54,5% et atteignent 2,3 millions d'euros au-dessus de la moyenne de la dernière décennie qui était de 1,9 million d'euros. Donc, à noter que cette année, le podium a un petit peu évolué. Donc, l'Allemagne-Autriche conserve sa place de leader malgré une baisse à 15,9 millions d'euros. Mais les 2e et 3e places ont été modifiées avec le Royaume-Uni et l'Irlande en 2e position versus la Belgique l'année dernière, et en 3e position l'Italie, alors que c'était les États-Unis l'année dernière. Les États-Unis restent 4e et notre premier marché non européen. À noter que la Chine est à son plus bas niveau depuis 2016, mais évidemment, ça fait 3 ans que nous sommes dans l'impossibilité de mener des actions, et on sait que c'est un territoire qui nécessite une présence constante, et on est dans l'impossibilité de le faire. Et puis le contexte diplomatique n'est pas très encourageant pour l'avenir proche. Mais du coup, on voit que les efforts se portent sur d'autres zones. À noter que l'Australie, Nouvelle-Zélande est en forte hausse de 118,8%, et notamment grâce à certaines plateformes dont Cécile va maintenant nous parler plus en détail.
Alors, comme le disait Sarah, les droits mondes aujourd'hui, c'est on peut dire un marché à part entière. Alors, c'est le deuxième marché du coup après l'Europe de l'Ouest. Ça représente 22% des ventes. Ce que vous voyez, c'est que donc, pour la troisième année consécutive, on a dépassé les 40 millions d'euros de droits mondes. Donc, on est à un niveau haut, mais qui se stabilise. Et ce qu'il est intéressant de regarder, c'est de décomposer justement ces droits. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les droits mondes, ça recouvre plusieurs typologies de droits. Vous avez à la fois les droits vendus à l'intégralité ou quasi-intégralité des territoires d'un acheteur, et vous avez également les droits multiterritoires dès lors que ces territoires appartiennent à des continents différents et qu'on ne peut pas les attribuer à l'Europe de l'Ouest, à l'Amérique du Nord, etc. Donc si un programme, concrètement, est vendu à l'Espagne, à l'Argentine et que sais-je, aux États-Unis, il rentrera dans les droits mondes, même si ce ne sont que 3 territoires. Donc ça, il faut peut-être l'avoir en tête dans ce qu'on appelle droits mondes. Le deuxième point, c'est que les droits mondes, ça ne concerne pas évidemment que les plateformes, c'est aussi des droits qui peuvent être achetés par des diffuseurs linéaires, par exemple les filiales des networks américains, type Nickelodeon, National Geographic, Fox, qui sont également des gros acheteurs de droits multiterritoires. Et ce qu'on a vu en 2021, c'est que 53% des droits mondiaux ont concerné effectivement les plateformes de vidéo à la demande, alors qu'en 2020, c'était 75%. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est une baisse de l'achat de droits mondes par les plateformes. Alors ça ne veut pas dire qu'elles achètent moins de programmes audiovisuels français, mais qu'elles vont avoir des achats plus localisés. Donc elles vont acheter par exemple pour quelques territoires en Europe de l'Ouest. C'est par exemple l'exemple de Disney+, qui a acheté l'opéra pour la Scandinavie et le Benelux, mais pas pour l'ensemble des territoires de Disney+. Donc c'est pour ça qu'on a une baisse des droits mondes des plateformes de SVOD, qui est aussi à mettre en relation avec, on va dire, ce qu'on voit sur le marché de la SVOD. Et d'ailleurs, les exportateurs nous l'ont partagé, puisqu'on a aussi mené des entretiens avec un certain nombre d'exportateurs en juin-juillet. C'est un changement dans leur stratégie d'achat, un début de rationalisation de leurs investissements, parce que les marchés arrivent à maturité dans certains pays, notamment les États-Unis, le UK. On a tous en tête Netflix qui a perdu 1 million d'abonnés au deuxième trimestre 2022, HBO Max qui a reporté le déploiement de sa plateforme dans de nouveaux pays à 2024, le temps de fusionner avec Discovery+. Donc tous ces signaux qui montrent que voilà, le marché de la SVOD, aujourd'hui, il arrive à maturité, il est en train de se recomposer, forcément il y a de nouvelles stratégies d'achat. Et à contrario, et aussi un autre point à souligner juste sur la SVOD, c'est côté vendeur, exportateur, il y a aussi de nouvelles questions qui se posent, c'est-à-dire après avoir vendu peut-être massivement des droits mondes aux plateformes, se rendre compte que c'est peut-être pas la meilleure stratégie pour maximiser leurs revenus. Certains sont revenus plutôt à des ventes territoire par territoire. Il y a également toute une complexité à vendre des droits mondes avec les plateformes qui vont avoir des exigences très fortes en termes de holdback, en termes de durée des droits, ce qui limite évidemment le potentiel pour les seconds cycles de vente. Donc il y a aussi ce mouvement-là côté acheteur qui peut expliquer cette baisse des droits mondes de la part des plateformes SVOD. Et ce qu'on voit à contrario, c'est l'importance croissante de la VOD, qui représente donc en 2021 18% des ventes, alors que c'était 12% des ventes en 2020. Ce n'est pas encore des revenus massifs, mais petit à petit, ça croît. Et avec donc, du coup, ces nouvelles plateformes qui arrivent, les plateformes d'AVOD, les FAST, les frontières de plus en plus poreuses entre la SVOD, la VOD, la catch-up, etc., se pose un certain nombre de questions. S'ajoute une couche de complexité sur les fenêtrages, sur les exclusivités accordées. Donc à la fois c'est une opportunité et à la fois c'est encore une nébuleuse où les exportateurs ne savent pas très bien quel potentiel, quel revenu cela peut vraiment générer. Notamment on a les FAST qui montent en puissance, qui sont déjà bien installés aux États-Unis par exemple grâce au déploiement des télévisions connectées, mais les FAST vont avoir souvent des modèles économiques en revenus chers, pas en AMG, et donc forcément ce sont des revenus moins sécurisants on va dire, et c'est une source complémentaire de revenus peut-être à moyen terme, il y a encore un flou là-dessus. Donc c'est vrai que c'est encore, il y a encore toute cette nébuleuse-là sur les nouvelles plateformes qui arrivent, qui demandent des droits, les plateformes d'AVOD qui vont vouloir des droits non exclusifs, mais à partir du moment où vous avez cédé les droits en AVOD, les autres plateformes de SVOD ou les diffuseurs linéaires ne vont pas vouloir de ces programmes-là. Donc c'est toutes ces questions-là que les exportateurs se posent sur quelle est la meilleure stratégie à adopter, comment jongler quelque part entre les différents droits, les différents territoires. Et puis en termes d'opportunités, ce qu'on va voir aussi, toujours en parlant de plateformes, c'est le déploiement d'autres plateformes, notamment américaines, en Europe. Dès lors qu'elles ont une implantation en Europe, elles doivent évidemment respecter la législation européenne qui veut qu'il y ait 30% de programmes européens dans leur offre, dans leur catalogue.
Et donc ça aussi, ça peut être un appel d'air également pour la vente de contenu européen, la vente de contenu français à ces plateformes, sur d'autres territoires que la France, bien sûr. Et pour finir sur les plateformes, on a regardé également, c'est un exercice qu'on fait depuis 2-3 ans au CNC, quelle était la place des programmes audiovisuels français sur les services de SVOD à l'international. Donc ce sont des données Ampere Analysis qui va analyser les catalogues de plusieurs services de SVOD à travers 40 territoires en dehors de la France. Et on peut dire cocorico, on est le deuxième pays européen le plus représenté sur les plateformes après le Royaume-Uni. Alors évidemment, le Royaume-Uni, historiquement, a une production très riche, très puissante, qui s'exporte facilement avec des débouchés naturels, vu que c'est une production en langue anglaise. Donc être deuxième, c'est quand même un très bon score. Vous voyez, c'est 1,5% des programmes audiovisuels, ça paraît peu, mais c'est bien. Des programmes audiovisuels qui sont français sur les plateformes de SVOD à l'étranger. On est devant l'Allemagne, devant l'Espagne, malgré les effets Casa de Papel, etc., et devant l'Italie. Et si on regarde pays par pays, ce qui est amusant de voir, c'est que c'est en Australie où il y a le plus de programmes audiovisuels français présents sur les plateformes de SVOD. C'est pas forcément attendu. Après, vous avez, on voit mal le graphique, je suis désolée, mais vous aurez la présentation où vous verrez très bien les graphiques et tous les pays, notamment pour les journalistes, ne vous inquiétez pas. Donc, tous les pays européens, nos voisins européens, comme la Belgique, l'Espagne, l'Italie, qui proposent également beaucoup de programmes audiovisuels français sur les services de SVOD. Et en termes de plateformes, là aussi, on a une grande diversité de plateformes qui proposent des contenus français. Donc, si on regarde en proportion de leur catalogue, on a notamment les plateformes européennes du type Team Vision, on voit vraiment mal les graphiques, je suis vraiment désolée, Movistar Plus, Magenta TV. On a également les grandes plateformes internationales, Prime Video, Disney Plus, c'est un peu plus de 3% de leurs programmes audiovisuels qui sont des programmes français. C'est 2,3% sur Netflix, mais Netflix ayant un catalogue beaucoup plus large que Disney, par exemple, en nombre de programmes, Netflix est devant Disney+. Donc voilà, j'espère qu'on ne vous a pas trop assommé avec tous ces chiffres. S'il faut retenir quelques grandes idées, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu un contexte encore très perturbé. Sarah l'a très bien dit, pour les exportateurs 2020-2021, c'était un peu la même chose, la même période, une période compliquée, marquée par les restrictions sanitaires qui a rendu complexe le métier, qui les a obligés à s'adapter en développant les outils notamment de marketing digital. Et malgré ce contexte, on a un flux à l'export d'audiovisuel français qui bat à nouveau un record. On a des programmes audiovisuels français qui affichent une très belle santé. On l'a vu, ça a été porté par les préfinancements notamment. Les exportateurs ont beaucoup travaillé sur les préventes. Alors je ne l'ai peut-être pas trop dit non plus, mais c'est vrai que quand on est exportateur, on raisonne plutôt vente plus prévente que vente d'un côté et préfinancement de l'autre, contrairement au CNC. Si on raisonne vente plus prévente, on atteint 288 millions d'euros. Là aussi, c'est un record. Donc il y a pu y avoir des effets de vase communicant entre prévente et vente. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les préventes étant très élevées les années précédentes, forcément, vous avez moins de droits disponibles, moins de potentiel ensuite en vente derrière. Sur les ventes, strictement parlé, donc en aval des programmes, on a un léger repli, on l'a vu, de 5,5%, mais on reste à un niveau élevé, 186 millions d'euros. On a vu que la fiction a connu une très belle année 2021, avec une croissance à 2 chiffres de plus 21,8%, pour toutes les raisons qu'a évoquées Sarah. On a vu également que l'animation, si elle reste de premier genre exporté, a connu une année un peu plus compliquée en repli, mais qui pour nous est essentiellement une baisse qui est essentiellement conjoncturelle, qui est liée aussi au fait que certains exportateurs étaient plus dans des cycles de production ou avaient moins de droits disponibles parce qu'ils avaient beaucoup vendu de droits monde. Ça aussi, les droits monde, c'est surtout l'animation qui en bénéficie. Donc en tout cas, les perspectives étaient plutôt rassurantes côté exportateur pour 2022, c'est ce qu'ils nous ont partagé en tout cas. Et sur les documentaires, certainement le genre le plus impacté par les conséquences de la crise, avec beaucoup de retard de livraison, de problèmes en post-production, qui font qu'il y a eu un manque de disponibilité des programmes, et donc forcément, ça a impacté les ventes qui ont baissé de 20%. Sur les territoires, la hiérarchie reste inchangée, Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, Asie-Océanie. Mais ce qu'on voit en tendance long terme, c'est que finalement la dépendance à l'Europe de l'Ouest tend à s'amenuire, et c'est plutôt une bonne nouvelle, ça montre que, et Sarah va donner quelques exemples, il y a une diversification des territoires, et qu'il y a des territoires qui jusqu'à présent étaient peut-être un peu hermétiques à la création française, qui s'ouvrent aussi aux exportateurs français. Et puis on l'a vu, pour finir, les ventes de droits monde qui, si elles se stabilisent à un haut niveau, en fait, lorsqu'on décompose, on voit qu'il y a une baisse de l'achat de droits monde par les plateformes d'SVOD, qu'il y a une montée en puissance de la VOD. Et donc tout ça pose un certain nombre de questions, un certain nombre de défis autour des cessions de droits, de l'exclusivité, mais aussi un certain nombre d'opportunités
En tout cas, ça laisse augurer d'une année 2022 passionnante. Et puis on espère tous qu'on reviendra donc l'an prochain avec un nouveau record à l'exportation, que les goulots d'étranglement qu'on a pu avoir, notamment sur le documentaire, se seront résorbés début 2022. En tout cas, on a senti des perspectives plutôt optimistes de la part des exportateurs. Donc, je vous remercie. Juste pour information, donc, la présentation sera disponible avec les bons graphiques, les chiffres bien comme il faut, sur le site du CNC en suivant de cette présentation. Elle sera aussi disponible en anglais. Et vous aurez également le rapport détaillé avec beaucoup d'exemples, territoire par territoire, donc ce qui est toujours utile lorsqu'on est exportateur. Et sur ce, je laisse la parole à Sarah et à Emmanuel pour réagir sur ces chiffres. Merci Cécile. Oui, justement, tu en parlais. Et on a demandé à Emmanuel de venir représenter tous les travaux des exportateurs en tant que présidente du CETPA et de nous faire un retour terrain. Justement, Emmanuel, pour commencer, que penses-tu de ces résultats 2021 ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Qu'est-ce qui te surprend ? Ou comment, par rapport à votre vécu d'exportateur ? Tout à fait. Bonjour tout le monde. En fait, vous l'avez très bien dit, je pense qu'il ne faut effectivement pas décorréler l'année 2021 de l'année 2020. Les 2 années sont quand même très très liées pour nous. Donc ça, c'est un point très important. Ce qu'il faut retenir aussi, et ce sont des bonnes nouvelles, c'est la montée en puissance des préfinancements, puisqu'en l'occurrence, c'est une bonne nouvelle. Les préfinancements montrent que la production française est attractive, tout genre confondu, et je pense qu'il faut en être fier aujourd'hui de ça. Donc on l'est. On voit aussi, et tu viens de le dire Cécile, qu'il y a aussi une petite évolution de l'origine des recettes, puisqu'effectivement nous, distributeurs aujourd'hui, intervenons de plus en plus en amont, ce qui fait qu'une fraction de nos chiffres export aujourd'hui font aussi partie des chiffres qui sont relayés par le CNC côté production. Donc c'est aussi une tendance forte dans notre milieu où en distribution nous intervenons de plus en plus en amont, ce qui est aussi une tendance du marché et une bonne nouvelle aussi dans l'équipe, on va dire, producteur-distributeur. Voilà. Si on devait s'intéresser peut-être un peu plus genre par genre, je dirais que forcément la fiction ne s'est jamais aussi bien portée, avec de nombreux succès et des audiences qui se retrouvent année après année, presque de saison après saison. Pourquoi elles se vendent de mieux en mieux ? On a eu l'occasion là de l'analyser un peu plus finement, puisque ça commence à être une tendance assez lourde. On a pu remarquer évidemment une évolution du storytelling, ça c'est une réalité, qui a été aussi bien drivée par l'arrivée des plateformes, qui ont aussi demandé des choses un petit peu différentes. Elle est aussi due, et ça c'est assez nouveau, à l'impact sur le marché international des grosses audiences françaises, donc remplies par ces séries françaises. C'est vrai que les audiences sur les chaînes françaises sont un vrai argument de vente pour nous aussi à l'international. On peut citer là forcément HPI qui est distribué par Newen Connect, et évidemment des séries un peu plus surprenantes comme Capitaine Marlowe distribué par France Télévisions, qui sur l'histoire semble très franco-française et en fait rencontre du succès à l'international également. Un effet collatéral aussi est lié aux besoins de financement de ces séries, parce que si jusque-là les séries étaient principalement financées sur le marché français, elles ont besoin aujourd'hui d'aller à l'international pour se financer, et pour aller à l'international, il faut forcément avoir des concepts qui sont adaptés à ce marché international. Donc ça, c'est aussi la réalité de la fiction, et qui vient aussi certainement justifier ces ventes en hausse. Et un phénomène qui a maintenant 2 ou 3 ans, on constate aussi le succès grandissant de la vente de formats. Ça, c'est une vraie tendance en fiction. On peut parler par exemple de 10%, on l'a déjà évoqué, mais 10% est un vrai succès à l'international en format, qui s'est vendu donc aux États-Unis, en Corée du Sud, en Italie, en Pologne, au Royaume-Uni, en ex-Yougoslavie, en Turquie. Enfin voilà, si besoin était, je pense que c'est un succès qui confirme vraiment ces tendances. Donc voilà à peu près pour la fiction. Pour ce qui concerne le documentaire, donc qui effectivement affiche un léger tassement, mais comme vous l'avez très bien dit, c'est très lié à la conjoncture des grosses difficultés de tournage, puisqu'on a été empêché de tourner pendant quasiment 2 ans. Certaines productions ont jusqu'à 18 mois de retard, ce qui est énorme en termes d'heures fraîches. Et il est à noter que l'absence d'heures fraîches en documentaire n'a pas été comblée par des rachats par les chaînes, qui ont pour la plupart maximisé en fait les droits dont elles disposaient.
elles ont renouvelé quelques titres, mais de façon assez marginale. Donc là, c'est vrai que pour le documentaire, après, bon, voilà, les nouvelles, on en parlera tout à l'heure, sont plutôt au positif pour l'année qui vient, parce que heureusement, ce sont des situations qui se débloquent. Mais bon, c'est vrai que l'année 2021 pour le documentaire a été très compliquée. Voilà. Et concernant l'animation, justement, qu'est-ce qu'en disent les professionnels, puisque c'est alors, une année particulière pour l'animation, vous l'avez aussi noté, il faut bien rappeler que c'est un genre qui est très impacté par les cycles de production beaucoup plus longs. Donc c'est vrai que d'une année à l'autre, les résultats peuvent être de tout et son contraire, et ils sont aussi très impactés par les chiffres de certaines grosses sociétés qui peuvent avoir vraiment une incidence sur le chiffre global. Ça, c'est une réalité. Après, si on constate un certain tassement des ventes, l'animation score vraiment sur le préfinancement, et ça, c'est un vrai signe tendance et positif qu'il faut garder, puisque c'est quand même le signe que l'animation française marche. Et ça, pour le coup, il faut vraiment le reconnaître. En plus, je pense qu'il faut aussi se rappeler que l'année 2020 en animation a été une année record en termes de vente de catalogues, puisque les chaînes ont eu un gros besoin. Donc, les gros besoins ont été satisfaits, ont été rachetés en 2020, avec forcément un impact sur 2021, puisque les chaînes disposaient de ce dont elles avaient besoin sur cette année-là. Donc ça vient aussi un petit peu l'expliquer. Un des phénomènes qui impacte aussi beaucoup l'animation, c'est les phénomènes de concentration. On en a parlé au début de la présentation. C'est vrai que ces concentrations, on a tous en tête évidemment les fusions de Warner, Discovery. On sait aussi qu'il y a dans ces gros groupes des nouvelles discussions sur d'autres opérateurs qui sont à la fois des bonnes nouvelles, mais aussi des nouvelles un petit peu plus concernantes, puisque forcément, d'une part, ça ralentit les process de décision, forcément. Et d'autre part, ça a aussi un impact sur, et notamment en animation, sur la disparition d'un certain nombre de chaînes au bénéfice de chaînes, on va dire, flagship, et notamment chez Disney, au profit de Disney+. Donc c'est vrai que ça réduit aussi le nombre des guichets. Et enfin, peut-être la dernière chose concernant les investissements dans les originals, qui sont une bonne nouvelle, mais qui ont aussi un impact sur la distribution, puisque forcément, ce sont des IP qui sont gardés par les plateformes et qui réduisent d'autant les possibilités de distribution pour nous, distributeurs, dans un second temps. Donc ça, c'est à peu près les grosses tendances en réaction. Ok, et concernant les droits VOD, donc comment vous analysez l'évolution, notamment la baisse des droits SVOD, la progression de la VOD? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, nous, on a inventé un terme, parce qu'on aime bien inventer des termes, et on se dit qu'on constate effectivement, alors c'est difficile à dire, hein, vous m'excuserez si j'y arrive pas, une avéodisation certaine, ça c'est une réalité, mais dont les revenus sont encore très loin d'atteindre ce que nous rapportait forcément le linéaire. Donc, c'est une tendance qui monte, mais qui n'est pas encore quelque chose. Donc on y travaille forcément, hein, mais on n'en est pas quand même en termes de revenus à ce qu'on pouvait connaître avec les chaînes linéaires. Et si les plateformes génèrent aujourd'hui de gros revenus, ce sont principalement sur un nombre limité de séries, il faut le savoir. Si les plateformes sont un vrai appel d'air pour la production, ça on ne peut pas le nier, ça concerne quand même très peu de producteurs, il faut être aussi réaliste là-dessus. Donc c'est pas non plus l'Eldorado pour tout le monde, ça c'est une réalité. Et en plus, en termes d'effet pour nous, distributeurs, on vient de le dire, mais on le répète là, ça restreint aussi les possibilités d'exploitation derrière, on va dire territoire par territoire. Donc bon, il faut un petit peu avoir ça en tête. Et on l'a dit aussi, il y a tout ça a une conséquence sur la mondialisation des droits, avec des plateformes et des acteurs qui avaient vraiment des envergures internationales, donc qui ont eu tendance à prendre des droits des multiples et mondes, ce qui a eu un impact forcément très fort sur la distribution, puisque les droits étant préemptés par ces plateformes n'étaient plus disponibles. On constate que ce phénomène a aujourd'hui tendance à un peu décroître, pour toutes les raisons que Cécile, tu as citées, avec un retour à une certaine régionalisation, et ça, tout genre confondu, qui permet donc forcément des exploitations un petit peu plus larges et nous permet aussi parfois un second diffuseur ou un second marché qui de fait n'existait plus beaucoup pour pas mal de programmes à fort potentiel. Donc ça c'est plutôt, on va dire, une bonne chose.
Et enfin, effectivement, on a parlé de la Fast TV aussi, qui est un vrai phénomène qui monte, surtout donc, aux États-Unis, mais ça arrive aussi en Europe. Alors c'est très vrai pour l'animation, ça l'est aussi pour le doc et la fiction, mais à ce stade, on n'a vraiment pas assez de recul sur le retour en espèces sonnantes et trébuchantes, pour parler notre jargon quand même de commerciaux, parce que nous sommes aussi des commerciaux. On manque un peu de recul pour analyser la Fast TV à ce stade, mais c'est une vraie tendance. Bon, on est presque à la fin de l'année 2022, oui. Donc bientôt on va se mettre à l'analyse des chiffres de 2022. Quelles sont quelles sont les tendances, les retours, comment vous sentez les chiffres de l'année prochaine? Alors les tendances sont celles que vous avez évoquées. Hein, on sent de l'espoir, du positif. Forcément, l'animation, on espère, va revenir dans des cycles de production un petit peu plus favorables. Voilà. Et il y a aussi des vrais bons exemples de licences qui se financent, et on en reparle de potentiel et de financement international, mais divers, multiples et variés. Et je voulais vous citer cet exemple d'une coproduction Cybergroup et La Chouette Compagnie qui s'appelle Héron à moitié. C'est un 52 x 11 minutes donc qui a, lui, bénéficié vraiment de financements locaux et variés. C'est-à-dire que c'est un commissioning pour France Télévisions, donc en France, mais aussi un commissioning pour Disney Allemagne et Europe de l'Est, plus des ventes sur donc Discovery Latin America, ITV UK, Disney Japan et Discovery Italie. C'est un vrai exemple là de collaboration internationale en préfinancement, mais aussi en vente sur des concepts donc français. Voilà, c'est des productions françaises, des coproductions françaises, et qui laissent à penser que voilà, la production française a une vraie valeur aujourd'hui sur le marché international, et attirer du préfinancement est le meilleur exemple. Bon, la dynamique de fiction, elle est forcément au rendez-vous. On voit les saisons arriver année après année, et ça, pour le coup, c'est le meilleur signe du succès. Donc ça, c'est bien. Il y a un gros besoin de financement, forcément, pour la fiction. On a vu les exemples des dernières énormes fictions anglo-saxonnes qui nous font rêver parfois en termes de budget, mais il faut les trouver aussi, ces budgets. Mais pour le coup, c'est une bonne nouvelle pour l'export, puisque ce sont forcément des séries qui sont plus formatées pour l'export, donc forcément plus adhérentes. Et enfin, pour ce qui concerne le documentaire, il retrouve des couleurs, et on en est très content, avec beaucoup d'heures fraîches qui arrivent sur ce premier semestre 2022, donc, et notamment à ce rendez-vous de Biarritz, où on a beaucoup de nouveautés qui sont enfin livrées, donc proposées à nos amis acheteurs. Et dernière petite chose peut-être, pour dire que la période de la pandémie a été très propice au développement, notamment en documentaire. Donc il y a énormément de choses, de projets en développement, de projets en signature dans les chaînes, ce qui laisse à penser effectivement qu'on va récupérer de la production et de la belle production pour 2022 déjà, puisque un certain nombre de ces productions seront livrées sur cet exercice, qui donc va intégrer les chiffres 2022 et évidemment l'année 2023. Donc les signaux, on va dire que les signaux sont au vert. Oui, et en plus, on peut ajouter que depuis 2022, on a quand même repris les marchés. On avait commencé à Paris avec les premiers rendez-vous Unifrance cinéma et télé. Et même si c'était en format parfois plus réduit, finalement, on revient à peu près à la normale, comme on peut en témoigner ici, quoi. Absolument. Donc, on est tous très contents de revenir. Tout ça va nous aider. Alors, il nous reste quelques minutes pour ouvrir aux questions de la salle ou en ligne. Donc, alors je sais il me semble que c'est Florence qui tient le micro à distribuer. Donc, est-ce que quelqu'un a une question ? Est-ce qu'il y a des questions en ligne ? Alors, on peut prendre une question en ligne. Donc, on a une question en ligne de Pierre-Alexandre Carré pour Sud-Ouest, qui demande: l'embouteillage de production et de coproduction provoqué par la crise sanitaire est-il clairement en train de se résorber? Et y a-t-il encore une certaine frilosité pour investir sur des nouveaux projets? Alors, l'embouteillage, oui, il est en train de se résorber. On a eu un gros embouteillage en post-production aussi, parce que forcément, toutes les productions sont arrivées ensemble dans les studios, donc ça, c'était une vraie problématique technique. Donc oui, ça se résorbe clairement. Là, alors c'est vrai que ça a mis du temps. Hein. Nous sommes notamment en documentaire livrés depuis cet été pour les plus grosses séries. Donc il y a eu vraiment cet embouteillage, mais voilà, petit à petit, les choses vont se faire.
Comme on l'a vu en termes de préfinancement, je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y ait une problématique. Enfin, la frilosité, elle reste. Le marché est un marché qui évolue énormément. On l'a vu en termes d'interlocuteurs, de plateformes, de droits et tout ça. Donc la frilosité, oui, elle existe toujours, mais je pense qu'on a aujourd'hui quand même des programmes qui sont attendus, puisque la production française a quand même synonyme de qualité sur le marché international. On le voit à travers les chiffres, hein, pour le coup. Donc on œuvre à faire en sorte que nos programmes soient préfinancés et très présents sur le marché. Donc voilà, à nous de jouer maintenant. François Pierre. Bonjour, François-Pierre Pénard-Lambert, le film français. Il y a un événement, on parlait de la concentration et des groupes audiovisuels de plus en plus importants, et c'est un vrai phénomène pour la fiction. Et la particularité, c'est que d'un côté, ces grands groupes audiovisuels français agrègent de la fiction en langue non française, et de plus en plus de groupes internationaux audiovisuels agrègent de la fiction française dans leur catalogue. Donc, si on parle d'exportation de création française, comment vous faites les calculs ? En fait, on interroge toutes les sociétés qui exportent des programmes audiovisuels français, peu importe leur nationalité, à partir du moment où elles exportent des programmes audiovisuels français, ça c'est une chose. Pour ceux qui sont français, qui exportent aussi des programmes étrangers, pour information, on les interroge aussi sur leurs recettes générées par les programmes étrangers qu'elles vendent. Ça, vous pouvez le retrouver dans le rapport. En général, c'est vrai que c'est à peu près autant de recettes générées par les programmes étrangers que par les programmes audiovisuels français. Mais donc ça, on l'a dans, en fait, nous c'est une étude sur l'export, c'est vraiment une étude qu'on mène auprès de l'ensemble des exportateurs. Donc peu importe finalement la nationalité, le groupe, à partir du moment où ils exportent des programmes audiovisuels français. Et je compléterai juste, c'est que quand effectivement on a un producteur français qui est exporté par un exportateur étranger, on interroge aussi les producteurs français pour avoir la vision panoramique, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne ? Ou dans la salle, pardon. Il y avait toujours une question du même Pierre-Alexandre qui était plus spécifique sur le Pays Basque. Donc je ne sais pas si Cécile, sur ce sujet, tu auras le détail des chiffres. C'est-à-dire exactement C'était sur la part d'attractivité audiovisuelle du Pays Basque sur le marché international. Et ce qui représente en termes d'aide à la création pour le CNC. Malheureusement, nous n'avons pas ce type de granularité dans les chiffres. Il faudrait en plus circonscrire un petit peu la question. Est-ce que ce sont les programmes qui montrent le Pays Basque à l'écran, ou est-ce que ce sont les programmes produits par le Pays Basque ? Je ne suis pas sûre qu'il y en ait non plus énormément. Mais non, nous n'avons pas malheureusement ce détail territoire par territoire. Non, je pense que les exportateurs qui trouvent déjà que notre questionnaire est bien trop long nous en voudraient beaucoup. Mais peut-être qu'en s'adressant au fonds régional de soutien, il pourra trouver des réponses plus précises. Une question là-bas, Florence. Je vais te faire encore faire un peu de jogging. Thank you very much. Matthias Ebert, Germany. I wanted to ask you, what do you think are the main reasons for these changes inside the exports to Western Europe? Also, Germany going down a little bit, Italy coming up, the United Kingdom also on the advance. And what do you think? Is it a result of the 2 years not having the face-to-face rendezvous in Biarritz? Or are there other reasons still more important? Alors, je suis désolée, je vais être obligée de répondre en français, pas vous répondre en anglais. Alors oui, forcément, l'absence des marchés a beaucoup fait, parce que nos interlocuteurs... Alors, nous avons continué à les rencontrer, hein, nous les avons eus par Zoom, de façon très régulière, grâce à Unifrance notamment aussi, puisqu'on nous a mis à disposition un certain nombre d'outils. Maintenant, il y a aussi des tendances pays par pays qui sont propres au pays. En Italie, on sait que c'est aussi souvent très impacté par la situation politique du pays, parfois, où il y a aussi parfois des baisses, voilà, d'acquisition. Sur l'Allemagne, ça peut être aussi cyclique, hein, ça peut être aussi lié, voilà, à l'offre de programmes dont on dispose, à leurs besoins. L'Allemagne est un pays qui produit beaucoup.
Donc voilà, parfois, ils n'ont tout simplement pas de besoin autant d'une année sur l'autre. C'est très difficile de vous donner une analyse territoire par territoire, mais les 2 années Covid ont forcément impacté le relationnel. Ça c'est la réponse facile, vous allez me dire, mais elle est réelle pour le coup. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, en ligne non plus, Émilie? Non. Ah, pardon, Daniel. Bonjour. Je voudrais vous demander si c'est possible, dans ce moment, de faire une évaluation sur l'impact des obligations des plateformes audiovisuelles, Netflix, etc., depuis de la directive européenne. Pourtant, l'offre un catalogue de production européen et tout ce qui est établi sur les obligations d'investissement. Si on peut faire une valoration et surtout sur la production française. Donc si on revient sur effectivement les obligations de financement dans la production française de la part des plateformes, le décret a été mis en application en janvier dernier, donc c'est encore récent. On n'a pas suffisamment de recul aujourd'hui pour faire un bilan de ces obligations d'investissement, sachant que là, en plus, les chiffres qu'on vous a présentés, c'était sur l'année 2021. Donc il est encore un peu trop tôt pour vraiment faire un bilan sur ces obligations d'investissement. Évidemment, c'est quelque chose qu'on suit, que l'ARCOM, évidemment, suit au premier plan aussi, puisque c'est eux qui suivent ces obligations d'investissement. Donc voilà, à date, nous n'avons pas d'éléments pour en tout cas répondre à cette question. On essaiera d'en avoir l'année prochaine. On en aura certainement l'année prochaine. Mais l'année prochaine. Ouais. Merci à toutes et à tous, ici ou là-bas, de nous avoir suivis. Et bien donc rendez-vous l'année prochaine avec encore, j'espère, plein de bonnes nouvelles. Et bon courage aux exportateurs, bon rendez-vous. Merci. Au revoir.